et on va partager un écran. Alors, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, les présences sont prises. Je vais reviser. Oh, pas celui-là, c'est l'autre aussi. C'était lui. Arrêtez la même slide. En 2 minutes, je m'excuse. Alors, c'est ça. Donc, on va regarder ensemble l'horaire jusqu'à la fin de la session. Revision pour le quiz 3 la semaine prochaine. Je vais vous montrer le matériel pour le cours 11. On aura un cours labo. On fera aussi la configuration de vos équipements. Donc, qu'est-ce qui se passe d'ici la fin de la session? Premièrement, la semaine prochaine, vous avez le quiz numéro 3. Donc, lundi et le 6 décembre. C'est la bonne date, ça, mesdames et messieurs? On a-tu un cours le 6? C'est un cours le 3. Je suis être sûr qu'on n'a pas de confusion. Ah, c'est ça. On se voit le vendredi 2 et on se voit la semaine d'après, le 6. Alors, le 2, on va faire la révision pour le quiz 4. Votre examen final, c'est le 9 décembre. C'est dans votre cours. Et la remise du TP, c'est le 12 TP dont on discutera la semaine prochaine. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le calendrier jusqu'à la fin du cours? Red, je t'écoute. Monsieur, le 9 décembre, c'est un cours en ligne. Est-ce que l'examen va être en ligne? Oui. Oh, OK. Puis si je change la modalité, je vais vous aviser. Ça te convient? Oui, ça me convient, ouais. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur... Oh, d'autres étudiants. Ayoub. Hein? Pas de questions, donc c'est terminé pour cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours-ci? En fait, vous devez comprendre l'architecture web avec un serveur d'application, mais rien de mieux que de le faire pour le voir. Alors, on va se mettre dedans aujourd'hui avec Node.js, qui va être notre serveur web et qui va en même temps parler à la base de données. Vous devez décrire Node, apprendre à développer le serveur web, ça, on devrait tout le faire aujourd'hui, configurer notre développement, notre environnement de développement, et on ira peut-être jusqu'à faire une connexion vers la base de données. Donc, on va configurer votre environnement, faire ça au début. Ensuite, c'est quoi Node et son histoire?
la programmation full stack, le protocole HTTP, premier programme Node, les deux modules internes FS et HTTP. On va se rappeler la programmation asynchrone et les fonctions de rappel, la gestion d'erreurs avec les fonctions de rappel et les promesses async await, ça attendra probablement au prochain cours. Bonjour Youssef. Élie vient de se joindre à nous. Bonjour Élie. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Il ne nous manque que Ludovic et Samy Mathis. Monsieur, Oui, est-ce que vous suggérez qu'on démarre notre VM maintenant ou est-ce qu'on va le faire plus tard dans le cours? on peut le faire plus tard parce qu'on en a encore pour probablement 2 heures avant de travailler avec la VM. Mais en fait, démarrer votre VM, on va commencer par l'installation. Vous devriez avoir sur Léa les documents requis pour l'installation. Je vais m'assurer de ça. Je vais mettre c'est 1. OK. Donc, oui, le document est là. Dans la semaine 13, instruction module Oracle pour Node. On va faire ça ensemble. Donc là, j'ai besoin que tout le monde vous fermiez vos petits machins, vos petits trucs pour qu'on soit tous concentrés, qu'on ne perde pas de temps. Ce qu'on va faire dans l'ordre, je l'ai dans la table des matières qui est ici. Donc, on va télécharger Node.js. Ensuite, créer un répertoire de travail pour nos projets Node. Installer le module Node qui s'appelle Oracle DB à l'aide d'NPM. Télécharger le client instantané de la base de données Oracle 19 et télécharger le programme et son fichier de configuration JavaScript pour vérifier votre installation. Donc, ça va avoir l'air de ça, Node dans lequel on va travailler avec notre module Oracle DB qui va parler au client Oracle 19C qui va parler à notre BD sur notre machine virtuelle. Donc, allez-vous-en sur le site Node.js. C'est node.js.org. Téléchargez la version 18.12, ceux qui ne l'ont pas déjà. Si votre machine possède une version 16, c'est aussi correct. Après l'avoir téléchargé, vous procédez à l'installation. Alors, si vous êtes sur Windows, ça va avoir l'air de ça. Antoine, ça me fera plaisir de discuter du TP2 et de la date de remise la semaine prochaine. Alors, il n'y a pas de problème. Oui, je sais que vous en avez beaucoup et on discute de ça la semaine prochaine sans faute. Tu as bien fait de tenter ta chance. Là, en attendant, est-ce qu'on peut procéder à l'installation de Node? Et je vous propose de travailler avec votre Git Bash parce que vous allez encore avoir besoin de Git.
Un coup que vous avez Node d'installer, levez la main virtuellement, naturellement, parce que je ne suis pas capable de vous voir chez vous. OK, j'en ai 4, 5, 6. Bravo, Camille! Anthony, Antoine. Oh, Antoine Denis. Fait, Maxime, bravo! Antoine Denis Réglé. Ayoub, Nicolas, Kian, bravo! Oh, on est presque réglés. Il nous reste Élie, Josué et Youssef. Let's go, gang! Wow, il reste juste Élie et Love Josué. Oh, il ne reste que Love Josué. Love Josué, est-ce que tu as besoin de partager ton écran dessus de la difficulté à procéder à l'installation? Oui, c'est ce que j'allais justement supposer. Je vais partager mon écran et share. Donc voilà, là où je suis rendu. Je vais partager, je vais arrêter mon share pour être capable de voir le tien. OK, ferme un peu de matériel, donc peut-être fermer Teams, parce que là, je vois bien que tu as démarré l'installation, mais l'installation ne démarre pas. Fait que ta VM, tu peux la laisser là, ça c'est bon. Juste Teams, ça va faire du bien. Et voilà, Node te demande ton autorisation. Va à droite, à l'extrême droite de ta barre d'outils en bas de l'écran. Ouais. À l'extrême droite de la barre d'outils. Ah, voilà, il est parti, tu as donné les droits. Reclique, et voilà. Ah, c'est beau. La prochaine étape, d'après moi, tu n'auras plus de problème, là, Josué. La prochaine étape, c'est de vous créer un répertoire pour mettre vos projets Node. Fait que vous pouvez tous rebaisser la main. Je vais reposer la question bientôt. Monsieur, j'ai une question. Vas-y, je t'écoute, Antoine. C'est que j'ai installé Node.js pour une raison à part du cours, il y a comme une semaine environ. Fait que comme j'imagine que genre c'est correct la version que j'ai installée, mais c'est juste que genre comme genre j'ai voulu comme la réinstaller juste pour être sûr, mais comme ça m'a pas affiché les mêmes affaires parce que je pense qu'elle était déjà sur mon ordi. Fait que Il n'y a pas de problème. En fait, pour tester, tu tapes Node espace première version. Alors, si je m'en viens ici, et hop! Alors, je fais Node moins version. Et voilà. Si ça te donne quelque chose qui ressemble à mon écran, t'es pas pire. ouais, c'est bon. OK? Donc, tout le monde devrait avoir été capable de se créer un répertoire. On roule la commande npm install Oracle DB. Faites attention, il y en a qui le tapent à l'envers. Je peux même vous le mettre dans le chat pour être sûr de ne pas avoir de petits malentendus. Chat. Hop. Est-ce qu'on a besoin d'être dans un répertoire particulier ou on peut juste le runner dans PowerShell? Pourvu que tu crées un répertoire pour mettre tous tes projets Node, il n'y a pas de problème. Alors, ça ne dit pas grand-chose. Quand vous avez fini l'installation, ça vous dit que ça allait ajouter des packages, puis c'est terminé. OK. Ensuite, il faut télécharger le client de base de données, donc le mot de données. Instantané 19.x d'Oracle, le chemin vous est fourni. Assurez-vous d'aller chercher la version 19. Ce qui apparaît en haut, c'est la version 21.
21, vous descendez un petit peu plus bas et vous allez à l'arrivée. Par rapport à la prise d'écran, la nouvelle version, c'est 19-17. Antoine, je t'écoute. Pouvez-vous nous envoyer le lien dans le chat parce que j'ai de la misère à naviguer dans le PowerPoint? Oui, tu aurais pu aussi taper Oracle Client, mais tiens, ça me fait plaisir de te envoyer ici. N'oublie pas de descendre par en bas pour aller chercher la bonne version. On va en profiter. C'est laquelle la bonne version? Regarde, elle est à l'écran. 19-17. C'est le package basique. Ensuite, faites l'extraction du fichier zip et allez l'installer dans votre C Oracle Instant Client 19, puis vous, ça va être 19-17. Et allez vérifier là, que tout se trouve bien sous votre C Oracle Instant Client 19-17. Oui, Antoine? Est-ce qu'il faut créer nous-mêmes le répertoire ou on est supposé l'avoir de base? Non, quand tu l'extrais, il envoie dans Instant Client. Mais c'est pas grave, extrait et mets ça. Si tu n'as pas le répertoire, crée-le. Tu dois être dans C, Oracle avec un O majuscule, Instant Client 1916. Alors, quand vous êtes dans C'est votre pas 19-17? 19-17. Oui, ils ont, entre le temps où j'ai fait la documentation et aujourd'hui, ils ont fait une itération sur le client. Ça va? Ensuite, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Vous deviez modifier votre variable de chemin de recherche, une variable qui s'appelle path. Pour ça, allez dans votre panneau de configuration, choisissez Système, puis Options de configuration avancée, et enfin, variable d'environnement. Vous devriez avoir, votre écran va avoir l'air de ça ici. Donc, Système dans le Control Panel, Advanced System Settings ou paramètres avancés et variables d'environnement. Suite à ça, dans la boîte de dialogue des variables d'environnement, choisissez PATH, P-A-T-H. Puis le bouton Edit. Faites une nouvelle entrée et Browse pour aller dans votre navigateur et aller chercher le répertoire dans lequel vous venez de décomprimer les fichiers. Oui, Antoine. Pouvez-vous répéter l'étape précédente avec système et tout ça? Oui, j'ai même. Tiens. Alors, panneau de configuration,
système, option de configuration avancée et finalement variable d'environnement. Voilà l'image ici. Système, avancé, variable d'environnement. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé où mettre le chemin? Après ça, vous avez cette boîte de dialogue-là et vous faites « New ». Et vous allez ajouter le chemin ici. Vous, ce ne sera pas 19-16, mais bel et bien 19-17. Oui, Antoine? Est-ce que c'est normal que j'ai déjà un path de base? Avec ça, Non, j'ai pas ça. C'est tout le monde en a un, Antoine. C'est le chemin de recherche des fichiers exécutables. Et si tu mais dans le regardes fond, l'image à l'écran, tu vois ici que j'en ajoute une. Tout le monde en a. mais est-ce qu'on l'appelle aussi path? Genre, est-ce que ça va créer des problèmes de Non, je lancement? recommence. Tu dois appuyer Edit sur la variable d'environnement path qui est existante. Edit et tu ajoutes à l'aide du bouton New un répertoire qui va rechercher. Alors, je répète, quand tu es ici, tu n'ajoutes pas une autre variable d'environnement, tu modifies celle qui s'appelle path et à cette variable-là, tu ajoutes un nouveau répertoire. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Oui. Et dans le fond, on peut appuyer sur, est-ce qu'on peut appuyer sur Browse pour qu'il nous le donne automatiquement, Oui, le chemin? exactement ça. Le PDF avec les instructions sont disponibles. Hein? Parce que ce que je dis là, je vous l'ai déposé. C'est Edit. On ne veut surtout pas en créer une nouvelle avec la même ligne. Je pense qu'il n'aurait pas permis de toute façon. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à ajouter c'est bon. C'est top, la gang. On avance. Prochaine étape. Il me manque une chose où je rêve. Moi, j'ai peut-être passé par-dessus, qui était les redistribuables. Vous voulez dire le redistribuable x86 et x64, monsieur? Oui, c'est-tu la dernière étape? Ils sont pas là. Ils ne sont pas là. Bouge pas, je vais l'ajouter parce que ça va prendre. Il est écrit dans le. Ici. Donc, bougez pas. Je vais reprendre le chemin. Ici. Je vous ai mis le chemin dans le chat.
Et vous devrez prendre X64 pour Visual Studio 2017. C'est lui ici, X64. Ah non, X86. Ça, c'est juste un. OK, ça va être lui au centre. Donc, vous devez télécharger et installer les redistribuables. Monsieur, on installe le 86 ou le 64? Un ou l'autre, les deux, selon moi, fonctionnent. OK. C'est. Mais il faut restart. Monsieur, j'ai une question avec, parce que mon panneau de configuration dans le système, je pense que je n'ai pas le même configuration que vous. Vous avez la version Windows 11, mais Mais il y a l'équivalent en 10. Montre-moi ton écran, je vais cesser mon partage. Ça va me faire plaisir de t'aider. ok, Parce qu'il y a exactement l'équivalent. Le pad, c'est vieux, ça. ok. Donc, tu devrais avoir système à gauche. Euh, C'est dans système. système. Ok. Non, tu l'as, système, il est là. Regarde, il était à gauche. Tu l'as. Monte par en haut, là, il doit y avoir quelque chose, avancé. Paramètres de système avancé en haut à droite. À droite, complètement à droite, la main que t'écris. Paramètres de système avancé, tu l'as. Variable d'environnement dans la petite boîte, le dernier bouton gris au bas. Tu te cliques sur Pat, le troisième, modifier. Modifier. Ensuite, tu fais ajouter ou nouveau. Nouveau. Nouveau, le premier en haut. Le premier en haut. Nouveau. Tu fais parcourir le troisième bouton à droite. Là, tu t'en vas dans ce PC, tu prends ton drive C, Oracle. Ok. Ah, moi, je ne l'avais pas mis dans Oracle. OK, ben là, j'avais dit le mettre dans Oracle, c'est ce qu'il a Oracle. décrit. C'est parce qu'après ça, il y a des sélections de chemins dans les fichiers de test. Si tu peux le mettre dans C, Oracle, client instant, comme il est écrit dans la documentation, ça va faciliter le reste de l'installation. Ok, donc ça veut dire que je vais créer le répertoire Oracle, c'est ça, hein? Oui, exactement ça. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est l'installation des fichiers de Visual Studio, Antoine. C'est moche, ça. D'après moi, c'est pas tout le monde qui va l'avoir, mais qu'est-ce que je te dis? Vas-y. Tu rentreras, je vais te faire rentrer, pas de trouble.
Et ensuite, télécharger le programme et son fichier de configuration là, à l'adresse suivante que je vous ai préparée. Et vous allez exécuter la commande Node Connect 2. Je vais repartager l'écran. Alors donc, vous avez installé les fichiers de redistribution de Visual Studio 2017. Oui, Camille Will, je t'écoute. Moi, quand j'ai fait la commande node connect 2.js, ça dit que bash node command not found. Ça veut dire que Node n'est pas installé sur ton ordi. Fais Mais- Node espace -- version. Ça, c'est l'étape 1 qu'on a fait. Ici, là, on a installé. J'ai Node. fait ça aussi et ça m'a dit que node command not found. T'aurais-tu ouvert Bash avant la fin de ton installation Node par hasard? Oui, j'ai ouvert après que j'ai installé. Après, va voir dans PowerShell, tu devrais le voir. Laisse, pour le moment, là, laisse ton bash d'ouvert, mais va prendre un PowerShell puis fais Node espace -- version. OK. Et PowerShell, c'est le terminal? Oui, oui, tu peux prendre le terminal, ça va faire pareil. OK. Ilias, je t'écoute. Moi, ça fait une autre erreur. Ça fait erreur ORA 12541. Parfait. Ça, c'est bon signe. En fait, je vais cesser mon partage d'écran, cesser l'enregistrement parce que là, je vais avoir à diagnostiquer quelques petits... cesser. Alors, on est rendu à notre premier programme Node et, je vais le fermer, vous avez tout simplement à naviguer dans votre répertoire dans lequel vous voulez créer. Et moi, je suggère toujours de faire code. Point. Oups. Et voilà. Là, naturellement, on va faire un nouveau fichier. Moi, il s'appelle serveur web V1. Vous, va s'appeler index. Je vous montre le résultat. Lorsqu'on va le lancer, oups, excusez, il est déjà lancé. Je vais arrêter. C'est CTRL-C au terminal pour arrêter un programme Node. Alors, je l'ai démarré. Et ici, moi, j'écoute sur le port 3000. Alors, je vais prendre mon navigateur web. Et je vais aller sur le port 3000. Et je reçois « Bonjour le monde ». Alors, c'est pas compliqué. Allez-y. Ça ici, ça charge le module pour parler à un client. HTTP. Ensuite, localhost, c'est pour écouter sur un port. Ben, en fait, sur une machine, pour être précis. Un port qui est la ligne d'en dessous. Hein, vous n'avez pas besoin de mettre ça ici, comme ça. Donc, on a défini des constantes, hein, parce que ça ne changera pas, notre nom de machine. La première constante, c'est pour charger un module.
ici, on se crée un objet serveur. Tiens, je pourrais même vous le mettre en français. Serveur. En appelant la méthode de l'objet ici qui est HTTP du module, .createServer, REQ, c'est requête, RES, c'est response. Je peux même vous le mettre au long. Requête, réponse. Donc, à HTTP Create Server, je passe requête et réponse. Et ensuite, je fais ça ici, c'est une méthode qui va mettre le status code à 200, le content type que doit recevoir le navigateur à texte HTML et la réponse va être envoyée avec réponse.end, bonjour le monde. Donc, ça ici, n'oubliez pas, c'est une constante. Et ici, c'est mon main. Donc, dans mon main, je pars serveur.listen. C'est une méthode de create server. Et je lui passe le port, le nom de la machine et une méthode qui va faire console log, le serveur roule à l'URL suivant. Alors, je vous donne encore 3 minutes. Antoine, est-ce que ça a répondu à ta question? Donc, félicitations à tous ceux qui l'ont eu. Donc, et là, ben, on pouvait le faire directement. Nous, on n'avait pas besoin de passer par la machine virtuelle. Donc, que se passe-t-il pour répondre à la question « Qu'est-ce que ça fait ça? » D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé. La première ligne qui se trouve à être constante HTTP égale require HTTP, ça charge un module HTTP de Node. C'est tout. Et donc, suite à ça, on va être capable d'utiliser les méthodes de l'objet HTTP pour créer notre serveur. J'ai défini 2 autres constantes, je pense que ça n'a pas besoin d'explication. Et ici, je crée une nouvelle constante, ou si vous voulez, une fonction, qui est égale à HTTP, l'objet qui est créé ici, et j'utilise la méthode createServer. La méthode createServer prend en paramètre une méthode. Autrement dit, qu'est-ce que le serveur va faire lorsqu'il va être appelé, lorsqu'il va avoir un événement, soit lorsqu'il va recevoir un get. Ben là, oui, Antoine. OK, j'ai 2 questions. Premièrement, je ne sais pas si c'est quelque chose de base, mais c'est quoi le signe de flèche? Genre, ça signifie quoi? C'est-tu un égal? Monsieur, est-ce que je pourrais l'expliquer, moi? Youssef va tenter une explication. Vas-y, Youssef. Rapidement, là, c'est une fonction fléchée, mais on va écouter Youssef. Ben, en fait, ça ressemble plutôt à un lambda, puis c'est comme un bloc anonyme en PLSQL. Normal, parce qu'avec Node.js, on pourrait nommer la fonction, lui donner un vrai nom, mais pour que ça soit plus rapide, on peut juste utiliser une flèche pour créer comme un bloc anonyme. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à coder.
mais ça se lit moins bien et ça s'appelle une fonction parce qu'on aurait pu utiliser les mots fonction. Là, c'est parce qu'on voulait mettre des paramètres. C'est le symbole pour faire une fonction. Tu mets les paramètres, flèche, ouvre l'accolade et tu mets ton code. Puis, si tu me posais la question, monsieur, j'aurais-tu pu faire une fonction traditionnelle et la mettre là? La réponse, c'est oui. Mais dans le fond, cette fonction-là, est-ce qu'elle retourne quelque chose? Parce que Non, sinon, j'ai de la regarde, misère elle à exécute. comprendre. Regarde ce qu'elle fait. Elle va à 2 paramètres, requête puis réponse, mais c'est le listener qui va peupler ça. Et ici, il va y passer. Donc, en avant, c'est des 2 paramètres, mais qui vont être retournés par le Create Server à chaque fois que tu vas le cogner. Et le code qui s'exécute, il est ici. Donc, le status code va être mis à 200. Le header avec le content type texte HTML. Et ce que tu vas envoyer comme texte, c'est « Bonjour le monde ». Tu as la même chose ici, qui est une fonction. Elle, c'est comme un void en Java. Les 2 parenthèses avec aucun paramètre dedans. Il n'y a aucun paramètre. Et la fonction effet console log. Donc, notre main crée un serveur et le code qui s'exécute quand le serveur a une requête, il est ici. Là, en ce moment, moi, je n'ai rien fait avec la requête, mais la requête contient la requête qui m'est arrivée par le web. Est-ce que ça répond à ta question, Antoine? Je suis toujours un peu confus. J'ai de la misère à comprendre. C'est la syntaxe qui me perturbe un peu. Genre, est-ce que requête et réponse, c'est des trucs qu'on envoie à Create Server ou c'est des trucs qu'on envoie à la genre sous-fonction qu'on est en train de créer? C'est la fonction qui est ici. C'est les paramètres d'entrée de la fonction. Et pourquoi est-ce que Create Server a besoin en paramètre d'une fonction? Oui, Create Server a besoin en paramètre d'une fonction pour savoir quoi faire avec la requête et la réponse. Mais Create Server ne devrait pas juste faire ça. Parce que, genre, je comprends que genre, comme Create Server, ça va faire des trucs différents à chaque fois selon nos besoins. Selon la Mais- fonction que tu vas y donner. OK. Donc, la fonction qui est là, qui n'est pas nommée, là-dessus, Youssef avait raison. Là. C'est une façon de définir une fonction sans lui donner de nom. Mais on aurait pu aussi utiliser le mot-clé function. Là. Ça aurait été aussi valide. Et on aurait pu aussi la nommer, si tu es à l'aise. Mais c'est parce que quand tu nommes toutes tes fonctions qui n'ont pas besoin d'être nommées en JavaScript, ce n'est pas une pratique courante. Alors, oui, la syntaxe JavaScript, là, elle est différente, puis elle est différente quand on travaille avec des serveurs. Et j'ai de la misère à comprendre ce que Create Server et Listen sont supposés. Mais genre, je comprends, Create Server crée un serveur, puis genre, je peux comprendre ça, mais genre, comme, ils font quoi en tant que tel? Il crée un serveur qui va écouter pour l'événement d'une requête qui arrive. Et à chaque fois qu'il va y avoir une requête qui arrive, il va exécuter le code qui est entre les accolades. Mais la requête qu'on lui envoie, c'est quoi dans ce contexte-là? Excusez-moi si je prends du temps, là, c'est juste que j'ai envie de Non, comprendre. mais de toute façon, en fait, la requête est dans requête. Donc, on va console loguer.
là, je vais arrêter mon serveur. Il était déjà arrêté? Ouais, OK, il ne fonctionne pas. Là, j'exécute. Donc, là, tu es d'accord avec moi, je fais un get pour un fichier qui s'appelle index.html. Tu es d'accord? Ouais. Dans mon navigateur. Alors, tu vois-tu ce que contient requête.url? Là, il y a plein d'attributs à l'objet requête. Là. Mais celui avec lequel on va travailler, ça va être requête.url, je le log. Si je mettais, mettons, je demande tout. C'est bon? OK, fait que requête, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on met dans la barre de navigateur. Ben, comme l'adresse qu'on met dans le navigateur. Ou en tout cas, genre l'endroit dans le serveur où est-ce qu'on veut aller. Ben, je sais pas si ça fait du sens, ça, mais. Oui. Puis en fait, il y a d'autres attributs là, à l'objet requête. Là. Et là, listen, ça fait quoi dans ce contexte-là? C'est ça qui a installé un événement pour écouter sur le port 3000. Tu peux voir ça comme une boucle d'écoute. Et dans le fond, est-ce que ça attend jusqu'à ce qu'on change en haut pour envoyer une nouvelle requête? Ça écoute toujours, puis quand il y a une requête, ça exécute le code de la fonction. OK. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on a besoin pourquoi est-ce qu'on a besoin que http.createServer soit dans la constante serveur? Ben, c'est parce que c'est mon serveur que je veux. Moi, je veux créer un objet serveur qui va écouter sur un port. Donc, je crée l'objet serveur. C'est pas n'importe quel serveur, je pourrais bien l'appeler serveur HTTP, là, mais je voulais un serveur HTTP. Donc, la méthode createServer du module HTTP va me créer un objet de type serveur et je vais être capable, à l'aide de la méthode server.listen, de créer quelque chose qui va écouter sur le port qui a été passé. Tu comprends-tu mieux? Ouais. OK. Et dernière question, après j'ai fini de vous achaler. C'est quoi status code? Non. Je ne m'achalez jamais avec les questions. Si je ne m'exprime pas bien puis je vous fais sentir pas correct, je m'en excuse. Vous posez des questions pour comprendre. Puis il y en a qui ont besoin de poser des questions, il y en a d'autres qui ont besoin d'écrire du code, il y en a d'autres qui ont besoin de voir une image. Fait que c'est pas grave que tu poses des questions, Antoine. Il y en a comme toi qui comprennent mieux quand ils ont des explications. OK. Et fait que c'est quoi status code? Et pourquoi est-ce qu'il est à 2000? Pas 2200? OK. Là, on va le voir un petit peu plus loin. Il y en a plein. Le status code 200, c'est une... Tu es d'accord avec moi? Là, je prépare ma réponse sur mon serveur pour mon navigateur qui m'a posé une question. Oui, parce que le navigateur attend genre un contenu sur la page web. Oui. Et il s'attend au niveau du header, recevoir un code de statut et un type de contenu. C'est les lignes 7 et 8. Le code de statut 200, ça veut dire OK. Ça veut dire tout est beau, il n'y a pas d'erreur. Tu sais, tu as déjà vu probablement un code 404 qui te dit not found. Donc, les status codes, je les ai tous plus loin. Là. Il y en a une infinité. Mais 200, ça veut dire tout est beau. OK, fait que c'est un truc qui est universel dans le protocole HTTP. Tu as compris, dans le cas d'un navigateur web, même dans un REST API. 200, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Antoine. Youssef, tu as une question?
Oui, en fait, monsieur, est-ce que c'est normal que l'URL de requête est différent quand moi je l'ai logué et que vous l'avez logué? Ça devrait ressembler à slash puis la page que tu demandes. Ben, moi, c'est /faveicon.ico. Ah, non, 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 OK. Ça, c'est ton navigateur, là. Tu en as Hmm. deux requêtes. Tu vas toujours en avoir un qui est Favico, puis l'autre qui est ta requête. Ah, ok, Le ouais. ICO, là, c'est pour obtenir, tu sais, dans la barre d'outils, Ah, ok, ouais, dans ta ouais, barre en haut, la minute que j'en trouve un, tiens, Microsoft, là, tu vois-tu le petit logo qui est aux côtés de l'onglet? ouais. C'est lui, Favico. Hmm. Mais moi, que je log ma request.url, ça me donne ça. Faveicon.ico. Mais tu devrais en avoir deux. Celle que Euh, tu mets après le slash, puis Favico. ben, moi, j'ai un slash, puis c'est vide, puis après ça, slash C'est ça. faveicon.ico. Ton slash vide, c'est parce que tu n'as pas mis de page. Mets index.html au bout de ton slash. Ah, ok, c'est bon. OK? Slash, c'est quand tu demandes la racine. Autrement dit, quand tu frappes un URL sans rien demander, ça installe slash. On va le traiter tantôt pour élaborer notre serveur web. Nicolas, je t'écoute. Ah ouais, c'est parce que genre ça, mon truc il s'ouvre pas, genre le site. Quand j'essaie de le run, ça marche pas. J'essaie depuis tantôt, mais genre ça, je réussis Ben, pas. ça va nous faire plaisir. Bouge pas, on va prendre une pause et nous allons regarder ton écran. Oh, je suis drôle, hein? Vous le corrigerez en même temps. En fait, monsieur, j'avais une autre question que j'ai écrite dans le chat, mais je ne sais pas si vous avez répondu. Ça ne sera pas long. Laisse-moi finir de corriger. Tiens, là, il est fait. Bon. Le listener ne devrait-il pas être dans un fichier serveur? Oh oui, j'ai mis index, là. Moi, il s'appelle web server. Tu peux le nommer comme tu veux, tu as raison, c'est parce que dans la nomenclature standard, on est habitué de voir index, là. C'est une mauvaise idée parce que si tu fais un JavaScript dans ta page, ça va vraiment en arracher. Alors, vous pouvez tous renommer votre index.js en server.js. Moi, je l'ai même appelé server web. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas tout brisé. Le V1, j'en ai plus besoin. Exécutons. Et comme de fait, si moi je veux mon localhost. Donc, le serveur roule à cette adresse. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Je vais demander rien et j'obtiens mon bonjour le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on travaille ici sur notre Create Server. J'ai juste fait mon console log et j'ai dit ici, si la requête égale index.html. Fait que là, je vais vous demander de vous créer un fichier index. Pour ceux qui ne se souviennent plus, vous appuyez le petit plus ici. Vous le sauvegardez. Index, là, moi, j'en ai déjà un, mais c'est pour vous reviser comment faire une page HTML rapidement. Donc, vous ajoutez une page, HTML, vous allez avoir les codes emit. Choisissez 5 et dans le body, H1, titre de la page index 33.
Ah voilà, on va faire rapidement une page d'index. Et là, vous allez comprendre. Moi, je vais utiliser le module de lecture de fichiers FS, File System. Donc, on ajoute le module FS et c'est assez régulier en Node. Quand on utilise un module standard, on se crée une constante qui est le même nom que le module. On retourne. Et là, vous n'avez pas besoin de changer pour REQ. Là. Vous pouvez laisser ça pour requête et réponse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de le changer. Alors, on garde notre status code 200. Et là, on va faire si requête.url égale index, ben, je vais aller lire le fichier d'index. Et là, encore l'espèce de drôle de syntaxe. Pour vous aider. Parce que read file, vous devez lui donner deux choses. C'est quoi le nom du fichier aller? Et la fonction de rappel. Alors, ça ici, là, je vous le mets avec la syntaxe, avec le nom de la méthode pour vous aider à bien comprendre, d'aider Antoine à voir que ça, c'est pareil. Là, je n'ai pas fait une fonction fléchée, j'ai utilisé le mot fonction. Mais j'aurais pu tout aussi bien faire c'est deux façons de définir une fonction anonyme. Là, vous allez, monsieur, pourquoi vous appelez ça une fonction anonyme? Bien, c'est pas dur. C'est parce qu'elle n'a pas de nom. La fonction. Monsieur, Oui. est-ce que vous mettez le texte en plain dans les deux? Ah, dans le premier, en HTML, Ah oui, non. Oh, oups, pardon, excusez-moi. Parce qu'ici, c'est un fichier HTML, je vais le retourner, mais ça marcherait pareil si je mettais HTML, sinon ça serait aussi bon. Alors là, Antoine, tu comprends que définir une fonction comme ça, ou mettre le mot devant, et je sais que vous n'êtes pas habitué de voir ça, c'est une façon de passer une fonction en paramètre à une fonction. Monsieur, qu'est-ce que vous dites là? Oui. Oui. Je passe en paramètre à la fonction fsReadFile comme second paramètre une fonction au complet qui part ici et qui se termine là.
C'est un peu la même chose que ça. Et puis là, je ne les ai pas passés, mais j'arrête ici mon exemple. Mais ce que je voulais expliquer, parce que là, on comprend, je suis out of scope avec ce qui est là, mais je voulais expliquer ici que ça ici, c'est ça ici. J'ai enlevé le mot. Donc, la fonction readFile prend en paramètre une fonction. Pourquoi? Ben, c'est là la sauce magique de JavaScript. Il n'y a pas beaucoup de langages qui permettent de faire ça, mais il y en a d'autres. En fait, vous voyez ça comme étant tout petit. Mais imaginons-nous qu'index.html est un fichier de 800 gigs. Pour les besoins de la conversation, parce que FS readFile peut lire n'importe quoi. Combien ça prendrait de temps lire le fichier selon vous s'il y avait 800 gigs? Envoyez-moi la réponse dans le chat. À votre œil. Je ne suis pas gelé, mais je fais semblant. OK, c'est le fichier avec 4 Tera. Je n'ai pas de réponse, je vais m'en avoir. Combien de temps ça prendrait? Bon, merci. Des heures. Là, je vous ai dit tantôt que JavaScript était non bloquant. Je ne peux pas être après lire le fichier et être bloqué. Il faut que j'accepte d'autres connexions. Il faut donc que je passe à un autre appel. Et c'est à ça que servent les fonctions de rappel. C'est pour ça que je passe une fonction fs readFile, il est écrit de façon à recevoir une fonction de rappel lorsqu'il va avoir fini de lire index.html, il va exécuter la fonction qui est ici. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Dans le but, c'est fs readFile qui est écrit comme ça, mais dans le but de ne pas bloquer le listener, il va envoyer cette fonction-là en attente, puis il va continuer à écouter. Quand le readFile va avoir complété, le readFile va lancer l'exécution de la fonction qui a reçu un paramètre. Antoine, je t'écoute. Text/HTML, est-ce que ça parle de qu'est-ce que ça veut dire quoi text/HTML? Parce qu'à la base, je pensais que c'était un type de, c'est un type de contenu. genre de balise. Non, c'est un type de contenu qui va dans l'entête de tes pages HTML que tu ne vois jamais. OK. Normalement, ma question, c'est si index.html HTML aurait une vidéo, par exemple, est-ce que ça aurait marché? Ben non, si c'est une vidéo. Ton navigateur web, bouge pas, je l'ai réparé.
Oh, excuse-moi, serveur web, il est réparé, on exécute. J'ai besoin de ça, l'exemple est fait. Alors, dans ton navigateur web, si tu t'en vas dans ton inspect éléments, réseau, recherche. C'est-tu mon fameux Favico qui est là, moi aussi? Mais le slash ici, dans l'entête, ce qui est ici, tu veux-tu request header text HTML? C'est comme ça que le navigateur sait comment interpréter le contenu. Fait que si c'était du vidéo et que tu sais comment dans ton navigateur handler le vidéo, ton vidéo player serait parti automatiquement. Ça répond à ta question, Antoine? Mais genre, mais comment on pourrait faire pour envoyer une page web qui aurait du texte et de la vidéo? Genre, c'est pas sur l'un soit l'autre? Non? Ben non. Alors, tu as des pages web qui ont... Ici, j'ai... Page 1. Ici, j'ai du CSS dans ma page. J'ai 2 pages web. C'est dans mon index, j'ai une image. Ah oui, j'ai une image ici. Pour ton navigateur, là, du vidéo, c'est juste un hyperlien. OK, fait que dans le fond, du texte peut avoir de la vidéo. Ça peut être n'importe quoi. Regarde ici, là, je dis prends l'image. L'image, le navigateur, c'est quoi faire avec? Il va aller la chercher, puis il va la rendre comme il faut. Il sait quoi faire avec le CSS, puis il va le rendre comme il faut. Si je te mets mon serveur 3, bouge pas avant, je vais arrêter lui. Je vais fermer mon inspecteur. Il a chargé mon CSS, il a été chercher l'image, il y a des hyperliens, il est entièrement fonctionnel. Ça répond à... OK, all right, Antoine. Youssef. Monsieur, Oui. si le navigateur est capable de le faire, est-ce que c'est possible de loader des fichiers binaires? Absolument. D'ailleurs, une vidéo puis une photo, théoriquement, c'est un fichier binaire qu'un programme dans le navigateur attrape et rend. Oui, mais je voulais dire dans le réponse .setHeader, est-ce qu'on pourrait mettre bin comme binaire, comme binary? Écoute, il y en a beaucoup. En fait, tout ce que ton navigateur peut interpréter. Ici, là. Là, ça, là, ce n'est que les plus communs. OK? C'est beau? C'est l'extension et comment il sait quoi faire, ce qu'il y a avec. Si
il y a un visualisateur pour ça. Alors, il faut faire CTRL F. Tu vois-tu, TextPlane, là, il ne doit pas contenir de contenu binaire. T'en as un ici. Regarde si tu es heureux, Youssef. Si tu mets un point bin, tu peux spécifier que c'est une application OctaStream. C'est un stream de binaire. As-tu une autre question? Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Probablement le sauvegarder. Ouais. Donc, on arrive ici. Qu'est-ce qui se passe avec mon serveur web 3? Ben, en fait, là, on a maintenant un plein serveur web. Et là, on va charger le module path pour être capable de découper la requête. C'est quoi le fichier HTML qui nous est demandé? Alors, on a besoin de FS, qu'on devrait déjà avoir, et on ajoute path. Ça, on l'avait déjà fait. Pardon. Donc, let, vous vous souvenez, c'est pour définir une variable. Fichier égale point. Plus, concaténation, requête, point URL. Et si tu n'as rien demandé, fichier va être égal à point slash parce que si tu ne mets rien, il est à la racine de ton serveur web. Et là, on a l'habitude, nous, de recevoir index.html si on demande rien. Alors, if fichier égal point slash, fichier va être égal à .index.html. Je m'en vais extraire l'extension du fichier. Vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Et là, dans ça, ici, on introduit la notion d'erreur. Donc, ça encore, c'est ma fonction de rappel. Donc, je lis le fichier. Si on n'a rien demandé, le fichier, ça va être index.html. Je le lis. Si j'ai une erreur, je vais appeler un HTTP 404. Sinon, toujours dans l'erreur, un 500. Et là, j'appelle une fonction qui s'appelle traiter mime. Et voilà les mimes que je traite. Donc, on y va tranquillement. Ça ici, celle-là, vous devriez être capable de la faire tout le monde. Alors, définissez-vous une fonction qui va s'appeler traiter mime. Puis là, je vais juste vous fournir l'objet. N'oubliez pas le point-virgule. J'aurais pu aussi déclarer ça dans mon main. Parce que ça ne changera pas, hein, comme une constante. Parce qu'après ça, je peux faire ça ici. Est-ce que tout le monde a
créer sa fonction traité mime. D'accord. Donc, on revient ici. Antoine, je t'écoute. J'ai juste pas le return. J'ai pas trop compris. Le J'ai pas compris. return, c'est... Tu as vu que c'est un dictionnaire, ça? Ouais. Ben voilà. Le nom du dictionnaire, index, extension. Ça, tu n'es pas obligé de le mettre là. C'est si jamais il ne trouvait pas, il y avait un ou, puis il aurait retourné application, octet, stream. Ça fait que tu télécharges ton poste. Mais si tu n'as rien que le return, type même, index, extension, tout le monde est heureux. Ok, c'est bon. Mais aussi, j'ai pas la partie là où il y a plein de if avec des fichiers, tout ça. Genre ça, j'ai pas eu le temps de recopier. Il est dedans. Va le chercher dans le chat. Je l'ai donné. Non, non, pas dans la fonction traité mime en haut. Dans Attends, on va revenir. Je vais juste me débarrasser de celle-là. Tu l'as fait, ta fonction traité mime? Oui, c'est fait. Parfait. C'est juste avant ton même. Là, on va remonter en haut. Okay. Là, on devrait, jusqu'ici, là, jusqu'à la ligne 13, j'ai rien changé. Là, je me définis une variable que j'appelle fichier et je lui dis qu'elle est égale à point concaténation requête.url. Après ça, je teste. If fichier égal point slash, je lui dis fichier égal point index.html. C'est ce qui me permet tout de suite comme ça de, si la personne rentre rien dans le navigateur, notre serveur web va retourner la page d'index, tout simplement. Ça va? Alors, ici, je veux choisir l'extension. Et pour ça, je prends une fonction de path.extname point to lowercase. Ceux qui n'ont pas le goût de taper. Un coup que j'ai trouvé l'extension, if fichier, si on a quelque chose comme nom de fichier, je vais faire un fs.readfile, fichier, virgule, ma fonction de rappel. Elle débute ici. Et ça en haut, c'est pour traiter l'erreur, parce que je voulais qu'en même temps, vous voyez, c'est assez standardisé en JavaScript serveur de faire ça. On fait fonction anonyme, erreur, data. Et dans la fonction, la première chose qu'on fait, c'est if erreur. Là, vous pourriez ne rien mettre ici là, pour faire un test. Non, on se fout de l'erreur. Else, et c'est là qu'on fait let même type, le type mime égal, traité mime, puis j'y passe extension. Puis là, ici à droite, je remets mon content type.
Alors là, je vous laisse un petit 5 minutes. Et là, ceux qui ont les doigts fatigués, je vous suggère de continuer de taper. Ça va être à l'examen final, c'est sûr. Et là, je ne vous demanderai pas de saisir un tableau des mêmes types. Là. Ça, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Ceux qui ont terminé, levez la main. Comme ça, je vais savoir à peu près quand est-ce passer à autre chose. J'ai bien compris, il n'y a personne qui a terminé. Je répète, que veut dire l'exception Dup-Val-On Index? Est-ce que c'est enregistrement d'une valeur dupliquée, requête renvoie plus d'une ligne, aucun enregistrement n'est retourné ou requête renvoie aucune ligne? Allez, il faut que vous l'essayiez. Dupliquer, c'est qui a écrit ça? Maxime, tu es juste trop fort. Donc, effectivement. Deuxième question. Un record est
A, une variable typée, B, un ensemble d'attributs d'une table, C, un objet dans la base de données, ou D, un type composé de plusieurs valeurs. Antoine a dit B. Et je suis vraiment pas sûr, Antoine. Je te donne un autre choix. Vas-y. Si c'était pas B, par pur hasard, tu dirais quoi? C'est D. Un record, c'est un type composé par plusieurs valeurs. C'est pas obligé d'être basé sur une rangée de tables. On peut en déclarer un sans avoir de table. Un type record. À quoi sert raise? Deux réponses. Pour faire passer l'exception de procédure, pour éliminer une fonctionnalité, pour passer l'exception à un bloc supérieur ou pour lever une erreur qui a été définie. Excusez. Ah, j'ai personne qui s'essaye, donc je poursuis avec la prochaine question. Eh bien, encore une fois, Maxime, tu torches tout le monde, tu as raison. C'est effectivement CD. Ça permet de passer l'exception qu'on a eue au bloc supérieur ou de raiser, lever une erreur qu'on a définie comme dans raise limite de crédit. Donc, c'est C et D. La commande qui renverse tous les changements frais après la dernière confirmation, c'est facile. Je n'avais même pas besoin. Oui, c'est ça. Je n'avais même pas besoin de vous mettre les choix. OK, trop facile. Prochaine. Ah, elle va être dure. Choisissez tous les énoncés vrais pour le terme contrainte. Là, dans contrainte, on pense à not null, primary key, foreign key. Je vous aide deux réponses. Et Antoine, cette fois, a vraiment raflé la mise. On les déclare sur une table et effectivement, c'est une condition imposée aux données. Bravo! La commande établit un point de contrôle auquel on peut revenir avec un rollback. Rollback to. OK. T'es en feu, Antoine, en feu, là. C'est comme, ah, Maxime te suit, il est d'accord avec toi. Ah, bravo. Effectivement, rollback to save point. Donc, on peut définir un save point et par la suite, y revenir. Bravo. Avant un commit, les modifications sont deux points. Choisir une réponse. Vous avez raison. Invisible aux autres utilisateurs tant que tu n'as pas fait commit. C'est juste trop. Je sais. C'est trop hot. Moi, je suis impressionné. Définissez une variable rec-m de type enregistrement record basée sur une rangée de la table EMP. Alors, vous devez, mettez pas le declare, là.
Je veux juste la définition d'une variable de type, son nom c'est Requiem, elle doit être de type enregistrement basé sur une rangée de la table EMP. Ah! Antoine, aurait fallu que tu mettes 2 points-virgules parce que Josué et toi, vous n'aviez pas mis de point-virgule. C'est effectivement ce que vous avez mis là. SQL code que je vous ai dit de ne pas utiliser trop souvent, mais c'est utilisé pour gérer une erreur prédéfinie, éliminer les erreurs, déterminer le numéro de l'erreur ou tester un code avec une erreur. Ah, qu'elle est faible, cette question-là. Ah, elle était vraiment pas tout. C'est vrai, c'est effectivement, ça sert à déterminer le numéro d'une erreur. Choisissez la meilleure description de l'atomicité pour une transaction. Youssef, tu fais chaud à mon cœur. Et là, j'aurais pu l'écrire comme je vous l'ai dit en classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de comment je dis ça en classe, la réponse D? Ça rime en plus que je dis en classe habituellement. Il n'y a personne qui s'en souvient. Donc, Josué, t'es un monstre. Ah, Antoine aussi. Yeah! Donc, alors, effectivement, je le sais que c'est rigolo, j'utilise l'expression qu'il n'y a pas grand monde qui utilise, mais je dis effectivement, puis je vois que ça en a marqué quelques-uns, tout ou pantoute, c'est ça qui détermine le mieux, je trouve, l'atomicité. Alors, ça termine le cours d'aujourd'hui. On aurait pu essayer de se connecter dans une BD en 5 minutes, là, mais je fais une prédiction, on n'aurait pas réussi. Ben, hey, c'est pas vrai. Vous avez toutes réussi. Parce que dans l'installation, il y a une connexion qui fait des inserts dans la BD. Prochain cours, quiz 3, et on commence à relier notre API PLSQL à notre serveur web. Bravo tout le monde! Bonne fin de soirée! Il est parti! Au revoir, monsieur. Au revoir, Au revoir, monsieur. monsieur. Bonsoir, messieurs. Au revoir et bonne soirée. Passez un beau week-end, la gang! Vous aussi, monsieur.